durable. Vous avez des questions, vous avez des préoccupations et des suggestions. Le standard est déjà ouvert. 082 567 30 95. Dans la deuxième partie de l'émission, nous allons parler du secteur minier. Quels sont les enjeux et opportunités pour les jeunes aujourd'hui? Jean-Serge Loumou, expert en entrepreneuriat et conseiller au ministère provincial du genre, famille et enfants au Lualaba, sera avec nous, ainsi que M. Félix Baengenga, qui est chef du projet à l'Agence des Nations Unies pour le développement industriel, ONUDI. Il est chef de projet, voilà, un projet qui s'occupe de l'emploi des jeunes. Il sera avec nous dans cette émission à partir des 11h05 des Kinshasa. Voilà, pour participer à ce programme, appelez déjà, j'ai donné le numéro tout à l'heure, le 082 567 30 95, 082 567 30 95. Écrivez-nous à service@radiocapi.net et déposez vos questions et préoccupations sur la page Facebook de votre magazine. Et merci de nous suivre sur YouTube, sur X, grâce à Esther Mamboté et son équipe. John Tibois s'occupe de la réalisation et la coordination de cette émission. Sylvain Baogouéré à la mise en onde au micro. Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous. Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi ou encore le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42 502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42 502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir. Et oui, encore une fois, vous êtes les bienvenus dans votre magazine de la vie au quotidien, Okapi Service. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, nous allons parler développement. Pourquoi la République démocratique du Congo ne se développe-t-elle pas depuis son accession à l'indépendance? Cette question était au centre d'un forum de haut niveau sur les objectifs de développement durable, organisé le 18 juin dernier à Kinshasa, afin d'analyser les causes profondes du sous-développement du pays et proposer des solutions pour accélérer l'atteinte des ODD. Selon de nombreux experts, le Congo fait face depuis 66 ans à des défis socio-économiques qui freinent son décollage malgré les multiples richesses du sous-sol qualifiées de scandale géologique. En 2024, par exemple, près de 73,3% de la population congolaise vivait avec moins de 2,15 $ américains par jour, faisant ainsi du pays l'un des plus touchés par l'extrême pauvreté en Afrique subsaharienne. Selon les experts, et la pauvreté est rampante, la malnutrition, le chômage, des problèmes d'éducation, la précarité des soins de santé, le logement insalubre et l'accès réduit aux services sociaux des bases, autant des problèmes qui gardent le pays sur la liste, qui nous gardent encore sur la liste des pays en développement ou sous-développés. C'est selon les termes. Alors, les conditions de vie des populations demeurent médiocres malgré le boom minier et le potentiel agricole. Et pourtant, avec ses 80 millions de terres arables, le pays peut nourrir près de 2 milliards de personnes, presque tous les continents africains. Alors, quels sont les principaux obstacles au développement de la RDC? Qu'est-ce qui freine l'atteinte des objectifs de développement durable? Quelles sont les politiques publiques qui peuvent favoriser l'émergence du pays à l'horizon 2050? Eh bien, c'est le thème de votre magazine aujourd'hui. On en discute tout à l'heure avec le professeur Daniel Moulinda, qui est docteur en sciences économiques et président exécutif du CIRAD, le Centre interdisciplinaire de recherche et d'application en développement durable. 082 567 30 95, c'est le numéro par lequel vous pouvez nous appeler pour intervenir dans cette émission de la vie au quotidien. Bien, notre invité n'est pas encore là, il sera là d'un moment à l'autre. Appelez déjà pour nous donner vos points de vue. On nous fait signe que l'invité est déjà en ligne. Professeur Daniel Moulinda, bonjour. Bonjour mon frère Jody Kanchama.
Bienvenue dans cette émission qui s'intéresse au développement de la RDC. Voilà, c'est la question d'ailleurs était au centre d'un forum de haut niveau que vous avez organisé le 18 juin dernier sur les objectifs de développement durable. Alors, dites-nous, professeur, pourquoi le pays et la RDC n'arrivent pas à décoller voilà, pourquoi on n'arrive pas à se développer avec tout le potentiel que nous avons depuis maintenant 66 ans. Ben, pour prendre les choses en résumé, mon frère, nous ne parvenons pas à nous développer. La première raison, c'est que depuis l'indépendance, nous avions, si vous vous rappelez, des discours comme celui de Lumumba le 30 juin. Ce n'était pas bon, il faut s'arrêter. Ce n'était pas bon le modèle que les Belges avaient appliqué, parce que ce modèle ne laissait au Congo que la souffrance. Mais nous avons été incapables de changer ce modèle depuis 1960. C'est ça la première raison. Pourquoi? Parce que toutes les décisions que nous avons prises n'ont pas été rationnelles. Par exemple, la zarianisation, la libéralisation que nous venons de faire il y a quelques années, qui a emporté la Gécamine. Nous avons pris de mauvaises décisions. La politique a pris la primauté sur l'économie. Et vous voyez aujourd'hui, par exemple, toute l'animation que ce pays connaît n'est que l'animation politique. Hein? L'économie n'intéresse presque pas les gens que lorsqu'ils doivent mettre la main à la caisse de l'État. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, depuis 1960, nous n'avons vécu que sur une gouvernance prédatrice. Il faut s'arrêter, Hein? Une gouvernance prédatrice. Et cette gouvernance prédatrice a causé la balkanisation économique du pays et la désintégration de son tissu commercial et industriel. Aujourd'hui, les Nord ne travaillent pas avec les Sud sur le plan commercial et l'Est ne peut pas atteindre l'Ouest. Et les grands centres, les guerres économiques des grands centres ne battent plus à cause des faillites des entreprises publiques et de la déconnexion de la voie nationale. C'est-à-dire que le transport multimodal n'existe plus. La voie nationale qui allait du Katanga jusque dans le Congo central au port de Matadi ne fonctionne plus. Voici un peu en bref les raisons qui font qu'aujourd'hui nous tournons en rond, mon frère Jody Kassama. Voilà, donc voici, ce sont là les raisons qui font que nous tournons aujourd'hui en rond. Et vous avez parlé de la prédation. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Quand vous parlez de la politique de la prédation, qu'est-ce que cela veut dire? En fait, la politique de la prédation, ce sont des politiques économiques qui ont été prises, qui n'ont pas favorisé l'accumulation des facteurs de production. Nous commençons par la zéarisation. On a transféré les biens d'autrui à des gens qui n'avaient même pas l'expertise dans le domaine du management. La libéralisation des secteurs clés de l'économie. La Gécamine fonctionnait comme elle fonctionnait. Tout le monde sait que la Gécamine supportait 60% des besoins en devises du pays, pendant que la Gécamine n'atteignait même pas 500 000 tonnes de cuivre exportées par an. Aujourd'hui, on a libéralisé, j'ai dit, on a bradé les actifs de la Gécamine. Nous sommes au-delà de 2 millions, de tonnes de cuivre exportées. On se demande à combien de pourcentage le secteur minier supporte le besoin en devises de la République démocratique du Congo. Tout ça parce qu'on a fait des codes des investissements, des codes miniers à l'avantage du reste du monde. Ça, c'est de la prédation. Et puis nous allons maintenant dans la gestion des entreprises publiques. On a mis par exemple le principe du partage équitable et équilibré du pouvoir dans les entreprises publiques. C'est un principe qui est une négation de la bonne gouvernance. Parce que la bonne gouvernance voudrait que l'homme qu'il faut soit à la place qu'il faut.
Mais ce que nous connaissons aujourd'hui, toutes les entreprises publiques qui ont dans leur mission les infrastructures et les services à l'économie sont en état de faillite non déclarée. Voilà un peu ce que nous disons, la prédation. Et c'est tout le monde qui est là-dedans. Les ressources naturelles, nous avons une catégorie d'entreprises aujourd'hui qui n'ont que faire de la régénération des ressources naturelles. On les appelle des entreprises non citoyennes, des entreprises prédatrices qui ont su chasser de notre cadre économique toutes les entreprises éprises d'éthique. Voilà un peu comment le pays est emballé dans une crise de modèles, dans une crise de gestion qui entraîne la souffrance généralisée. Et je vais te dire, je dis consciemment, ici chez nous, c'est tout le monde qui souffre. N'importe qui souffre. N'importe qui souffre, qui que tu sois. Voilà un peu ce que ça veut dire la prédation, qui est vraiment l'arme qui a détruit notre tissu économique et industriel. Et certains affirment que le pillage qu'il y a eu dans le pays, ces pillages ont détruit également la situation, les tissus économiques du pays, professeur. Non, mais le tissu économique est désintégré. Nous sommes le seul pays où les entreprises qui sont sur le territoire national ne font pas des échanges entre elles. Vous allez créer de la valeur ajoutée comment? Nous avions plus de 10 000 industries à l'accession du pays à l'indépendance. Aujourd'hui, on a rencontré moins de 500. Et quelqu'un me demandait si le professeur Moulenda, dans ses chiffres de 500, il a mis même les biscuiteries qui apportent des maladies et les jus qui apportent les maladies. Aujourd'hui, dans ce pays, les jeunes de 14, 15, 16, 17 ans, il y a maintenant le développement du diabète, par exemple. La malnutrition provenant de ce que nous appelons industrie, qui nous sortent des choses qui ne sont pas dans les normes. L'économie est détruite. Le tissu commercial est désagrégé. Nous sommes dans la balkanisation. Parce que quand il n'y a pas de route, vous gardez le pays dans une unité économique de quelle manière? Et puis, je vais te dire, mon frère, la balkanisation économique n'intéresse personne. Et nous assistons à la place à une mobilisation politique qui risque de décourager les efforts de réflexion et de reconstruction des pays. Tous les jeunes sont emballés dans les mobilisations politiques. Voilà un peu, mon frère. Oui, professeur. Là où nous en sommes aujourd'hui. Oui, professeur Moulenda, nous parlons, on se pose la question aujourd'hui de savoir pourquoi la RDC ne se développe-t-elle pas depuis son accession à l'indépendance. Certains parlent de la guerre, le pays est déchiré par la guerre depuis plus de 30 ans. Voilà, tout ça, et puis on importe presque tout. Le secteur agricole n'est pas développé alors que nous avons autour des 80 millions de terres arables. Professeur, est-ce qu'on peut dire que tout ça, ça fait partie de toutes ces raisons à la base du sous-développement du pays? Ben, je vais te donner une réponse innovante parce qu'en fait, les gens cherchent les raisons de la guerre. Je crois qu'ils ne les trouveront pas si nous regardons seulement l'optique politique. Moi, je voudrais que nous puissions nous concentrer maintenant un peu plus sur l'économie. Je vais te dire que si le Congo, qui est notre cher et beau pays, avait réussi sa vision d'être une locomotive au centre de l'Afrique, aux côtés du Nigeria et de l'Afrique du Sud, personne n'allait nous agresser. Pourquoi? Parce que, mon frère, le commerce, c'est un facteur de paix. Le commerce. Et l'énergie, c'est un facteur de paix. On ne fait jamais la guerre à son fournisseur d'énergie. Mais si nous avions développé le barrage d'Inga, si nous avions continué à développer l'industrie, les tissus industriels qui étaient balbutiants à l'indépendance, mais nous allons être tellement forts sur le plan économique que personne n'allait oser venir se promener dans notre pays
pour tuer les Congolais. C'est l'échec économique qui a entraîné l'échec de sécurité, l'échec de souveraineté. Si nous comprenons ça aujourd'hui, nous allons commencer à revoir notre façon de faire dans les partis qui ne sont pas sous la guerre. Hein, c'est ce qu'on appelle l'économie de guerre. Oui. Il faut qu'on se remette en question. Hein? C'est l'Est qui est en guerre. Les centres, le Sud, l'Ouest ne sont pas en guerre. Mais consolidons ces partis qui sont libres. Sur le plan économique, nous aurons suffisamment de ressources pour résister et pour chasser les ennemis. Bien, on va accueillir Vous savez que reconstruire une armée, oui, ça demande de l'argent. Évidemment, hein? Oui, bien sûr. Avec le maigre budget que nous avons là, vous allez reconstruire l'armée avec quoi, même si vous avez la volonté? Bien, on va accueillir les auditeurs. Nous avons déjà en ligne Jeannot Louemboué depuis Kolwezi. Monsieur Louemboué Kitenge, bonjour. Ce jeudi, je salue l'invité et les auditeurs. Hein. Merci des choix faits sur le thème. C'est vrai, ça nous attriste de là où il y a la communication. Sur place. Hein? Oui, allez-y, monsieur Louemboué. Je disais, ça nous attriste de nous voir faire du surplace après 66 ans bientôt. Je pense que le forum qui s'est organisé, il y en a eu 10 ans après l'indépendance, 20 ans, 30 ans. Jusque-là, on ne s'est pas trouvé la solution. Vous allez voir qu'il n'y a pas que la RDC qui peine à se développer. Si nous nous tenons et regardons en Afrique, vous allez voir que la majorité des pays noirs, permettez l'expression, au monde, peinent à se développer. Parce que qui dit développement, nous avons en tête le pays, un exemple comme la Chine, le pays de l'Europe et les États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce qui fait que nous fassions du surplace depuis 66 ans? Depuis 66 ans. Je pense que, parlant de nous, je dirais que nous n'avions pas été préparés à faire développer, à construire la cité, à faire développer notre pays. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Parce que si nous avions été préparés, on serait loin, parlant du décollage. Pourquoi faisons-nous toujours du surplace? Je pense que nous devons d'abord commencer par prendre de la conscience, nous asseoir ensemble. Parce que vous allez voir que quand nous sommes un pays en conflit, quand celui qui est par exemple dirigeant du pays est en train de construire, ceux qui sont ses ennemis vont détruire pour lui faire du mal, pour lui dire tu n'es pas capable de pouvoir évoluer. Nous devons d'abord commencer par être un pays en cohésion, qui se met ensemble, où il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas de conflit. Donc pour vous, les développements commencent par la consolidation ça commence par la cohésion nationale. La cohésion nationale. Parce que comment voulez-vous que nous allions de l'avant si on est déchiré? Parce que si moi qui suis au pouvoir, par exemple, je suis en fraction avec ceux qui me sont, par exemple, ennemis, je vais construire, ils viendront détruire. Ils viendront détruire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une seule langage qui se parle. Qu'est-ce que je veux dire? Un seul langage qui se parle dans le pays. Commençons d'abord par nous remettre ensemble. Parce que c'est ensemble que nous savons avoir la conscience et savoir comment faire développer le pays. Parce que ça fait 66 ans, M. Jody, nous ne faisons que parler. Que parler. On ne va nulle part. Merci. Ça fait très mal. Et aussi, ayons la culture de la continuation. Si l'un construit, que celui qui viendra ne puisse pas détruire pour dire il était moins intelligent que moi. Ayons la culture de la continuation, là où l'un va terminer, que l'autre puisse continuer et ne pas remettre, voulant refaire la roue. On fait du surplace, c'est un cycle qui n'a pas de fin. Merci. D'accord. Merci, M. Louemboué, depuis Kolwezi. 082 567 30 95. Pourquoi la RDC ne se développe-t-elle pas depuis son accession à l'indépendance? Professeur Daniel Moulenda, vous avez suivi les solutions que propose M. Louemboué. Vous avez la parole. Merci, M. Jody. En fait, c'est tout ce que les CIRAD voudraient que les Congolais comprennent. Il faut qu'on sorte de tels schémas de réflexion. Hein? De quelle cohésion nationale nous parlons? Vous allez avoir une cohésion nationale dans la faim. La faim n'est pas un facteur de trouble.
Non, la cohésion nationale même, je vais parler même de la cohésion familiale. Hein. Dans une famille où il n'y a pas d'argent, où les enfants dorment de faim, le papa perd de l'autorité. Nous en sommes arrivés là. Hein? Vous voyez même les protestations qui se font contre le gouvernement. C'est parce que le gouvernement n'a pas suffisamment de moyens pour pouvoir assurer le fonctionnement de la nation convenablement. Hein? Même les guerres dont nous parlons là, moi je crois que si nous avions réussi une économie forte, il n'y aurait pas de guerre. Mais là où je suis d'accord avec lui, c'est là où il dit nous n'avons pas été préparés. Mais moi, je vais lui dire que nous avons été préparés. Nous avons été préparés à être des auxiliaires des économies développées. Et l'élite congolaise a été préparée pour dire oui à tous les programmes que... C'est ça le problème. Et ça vient d'où? Ça vient de la racine. Notre système d'éducation. Notre système d'éducation ne répond pas à nos besoins de développement. C'est pourquoi j'ai dit, les ruptures doivent commencer à la base. Les ruptures doivent commencer à la base. Et il a dit, nous devons nous mettre ensemble. Oui, nous allons nous mettre ensemble pour chercher la cohésion nationale, mais on n'y arrivera pas. Mettons-nous ensemble pour chercher une croissance économique durable, d'abord dans les partis où il n'y a pas la guerre. Que la gouvernance change dans les partis de la République où il n'y a pas la guerre. Qu'on cesse de nous brandir sur la face ce qui soit de la guerre, de la guerre. La guerre, c'est aussi des moments où le peuple sera fermé autour des politiques économiques bien réfléchies pour résister à l'ennemi. Mettons-nous autour d'une table, mais pour discuter des options économiques. Dans la partie où il n'y a pas la guerre, nous allons consolider une économie prospère et vous verrez que dans moins de 10 ans, on aura aplani tout. Et je vais ajouter un élément qui révolte les Congolais quand je parle. Mais je dois en parler, moi je suis un scientifique. Oui. Nous devons avoir un pouvoir économique et un pouvoir politique fort, je l'ai dit très haut, fort, mais éclairé. Nous devons arrêter cette danse de la démocratie, une démocratie, je ne sais pas si elle est de surface ou de face. Sortons de ce cadre-là, ça ruine l'économie. Hein? On ne fait que discuter, et puis je vais te dire, mon frère, là, mon pape est rentré sous d'autres phases, sous d'autres formes. Oui. Mobilisation, propagande, animation politique. Le culte de la personnalité. Le culte de la personnalité. Mais maintenant, hier, c'était le culte d'une personne. Mais aujourd'hui, c'est le culte de plusieurs personnes, les autorités morales. C'est pas ça qui va conduire le pays au développement. Il nous faut un pouvoir fort. J'ai dit fort, un pouvoir politique fort, éclairé, qui va accepter de conduire un État, c'est-à-dire un appareil étatique orienté vers le développement économique. À ce moment-là, nous pourrions trouver une issue, comme la Chine l'a trouvé, comme l'Inde l'a trouvé, comme la Corée du Nord l'a trouvé. Et je ne vais pas continuer à citer les pays qui ont trouvé. Il faut un pouvoir politique fort, mais éclairé. Professeur Daniel. Le désordre qu'il y a aujourd'hui, oui, professeur, ça détruit même la jeunesse. Professeur Daniel Moulenda, nous avons les mines. On dit même que le sous-sol du Congo, c'est un scandale géologique. Pourquoi les mines n'arrivent pas à développer le pays? Nous avons aussi des terres, plus de 80 millions de terres arables. Mais du point de vue production agricole, voilà, c'est encore faible. On importe presque tout. Professeur, quel est le modèle économique faut-il adopter pour sortir du marasme? Ouais. Merci pour la question. Merci pour la pertinence de ta question, mon ami. Je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Oui, on vous capte 5 sur 5. Ok, d'accord.
Nous avons les mines. Les mines sont gérées comment? La loi sur la libéralisation des mines, là, ce n'est pas une loi prédatrice. Je vous ai donné un exemple. Nous sommes au-delà de 2 millions de cuivres exportés. Est-ce que vous avez senti ça sur le plan de l'économie par rapport à l'époque où nous avons moins de 500 000 tonnes exportées chaque année? Non. Le modèle économique est mauvais. Et ce modèle est impulsé par des raisonnements extérieurs. Maintenant, nous venons avec un modèle que nous voulons être un modèle inspiré par les Congolais pour les Congolais, afin de pouvoir remplacer les modèles que nous avons hérités de Belges, qui était un modèle prédateur, un modèle extraverti, et nous-mêmes, nous sommes venus en ajouter notre désordre là-dedans, et nous avons pondu un système anti-modèle. Les uns appellent ça l'informel. L'informel, ce n'est pas un modèle. C'est une production, confusion économique qui règne dans le pays. Nous voulons nous approprier des grands concepts comme le capitalisme, comme l'inclusivité de l'économie, comme l'économie verte, pour que nous puissions construire un modèle qui soit approprié pour notre pays, et nous l'avons appelé le capitalisme inclusif vert. Voilà, M. Jody. Bien, si vous voulez, oui. Je vous donne les contenus de chaque concept. Allez-y, professeur. Le capitalisme, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, nous devons arrêter de faire les programmes de notre développement barquès. C'est-à-dire, à la fin du mois, vous demandez à la DGI, à la DGRAD, je ne sais pas à qui encore, vous avez encaissé combien? Moi, je suis ministre des Finances, je commence à faire les répartitions et les affectations des fonds. Mais c'est primaire, ça ne pourra jamais nous permettre de rattraper les retards de notre économie. Nous devons agir autrement pour amener ce que nous avons dans les marchés boursiers. J'ai dit à la conférence que nous devons procéder par la titrisation de nos actifs naturels. Nous devons titriser nos actifs naturels. C'est-à-dire quoi? Nous faisons d'abord l'inventaire de ce que nous avons, nous certifions les réserves, et puis après, nous faisons ces actifs-là des titres que nous ramenons en bourse. Et nous allons drainer des centaines de milliers, de milliards de dollars dont ce pays a besoin pour pouvoir construire une économie forte au centre de l'Afrique. Ce n'est pas 10 milliards, ce n'est pas 20 milliards dont nous avons besoin. Nous avons besoin de 1000 milliards, 2000 milliards, 3000 milliards. Et ça, nous pouvons le faire parce que les Belges l'avaient fait. Ils n'avaient pas amené l'argent ici. Ils ont hypothéqué nos ressources naturelles contre l'argent. On a tenté une expérience avec la Chine, minerai contre infrastructure. Ça a échoué à cause de la corruption. Ce projet était géré en négation avec la gestion de la qualité. Montrez-moi la seule route qui est restée de ces programmes. Elle est où? La seule route qui est restée de ces programmes. Et 5 chantiers. Sortons de la prédation. Et je dis inclusif, c'est-à-dire que toutes les provinces de ce pays ont des richesses qui peuvent faire l'objet des certifications des réserves. Et à ce moment-là, nous sortirions du modèle que les Belges nous ont légué, de dire un pays aux dimensions continentales n'aura que 3 pôles de développement, Lubumbashi, Kinshasa, Kisangani. Non. Chaque province, chaque lieu de province deviendra un pôle de développement. Et nous allons exploiter ça selon les spécialités de chaque province. Et quand nous exploiterons ces richesses naturelles, nous allons respecter maintenant les lois
C'est-à-dire nous allons instaurer une gouvernance environnementale normative. Personne ne viendra exploiter comme il le veut. Regardez ce qu'ont fait les forestiers dans la forêt de Mayombe, Oui. dans le Congo central. Ils ont vidé toutes les essences et puis après, ils ont emballé leurs machines et ils sont maintenant en train de détruire vers les Bandundu, l'Équateur et la province orientale. Ça doit s'arrêter. Après avoir pris l'essentiel, ils sont partis, laissant une pauvreté durable dans ces secteurs-là. Donc désormais, l'exploitation des ressources naturelles devrait être faite selon une gouvernance normative. Bien. Monsieur Jody, c'est cette astuce Oui. qui nous permettra de voir la lumière se pointer à l'horizon. Ce n'est pas la mobilisation. Bien, professeur, nous allons accueillir d'autres auditeurs. Pourquoi la RDC ne se développe-t-elle pas depuis son accession à l'indépendance? Merci à vous tous qui êtes connectés sur la page YouTube, sur la chaîne YouTube de Radio Okapi, et vous nous suivez également sur X. Alors, je vais prendre d'autres préoccupations des auditeurs. Nous avons en ligne Arthur Kabamba à Kinshasa et Jonas Mukendi. Arthur, bonjour, et quelle est votre préoccupation? Bonjour, Monsieur Jody. Bonjour aussi à l'invité. Bonjour. Notre pays traverse une crise très profonde. Ce que le professeur dit aujourd'hui et votre thématique d'aujourd'hui, c'est ce qui a été dit auparavant. L'exposé des motifs de la Constitution du 18 février 2006 dit ceci. Depuis son indépendance du 30 juin 1960, la République démocratique du Congo est confrontée à des crises politiques. Donc, toute personne veut entrer dans la politique pour s'enrichir. Si on nomme quelqu'un, c'est la fête. On prend le champagne, on célèbre, puisque c'est notre tour. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe aujourd'hui. Il y a une crise politique. Nous avons vécu dans notre pays la crise tribale. Aujourd'hui aussi, c'est religieuse. Alors, la Constitution dit ceci. Cette crise-là était récurrente dans l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. C'est ce que Bahati Lukwebo avait dit. Alors, Arthur Kabamba, qu'est-ce que vous proposez comme solution pour que la RDC puisse se décoller, que la RDC puisse prendre son décollage sur le plan économique? Il n'y a pas de rétrocession aux provinces, les 40% des provinces. Il faut remettre les 40% aux provinces, qu'on se mette ensemble, réduire les trains de vie des institutions de l'État, qu'on puisse remettre la pyramide aux formes normales. Alors, que tous les enfants du pays, qu'on puisse se mettre ensemble, qu'on puisse dialoguer et puis chercher qu'est-ce qu'on peut faire. Aujourd'hui, par exemple, regarde les débats qui se posent ces jours ici. Après 5 ans, 10 ans, 20 ans, l'autre personne viendra, il va chercher toujours à modifier et à changer aussi la Constitution. Arthur, mais parlons de ces jeunes qui sont au chômage. Le taux de chômage est très élevé. Est-ce que, sur le plan économique, d'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour résorber les chômages, créer beaucoup plus d'emplois afin que les jeunes puissent travailler? Puisque l'État veut s'accaparer de tout. Si je deviens ministre, je commence à construire, je n'ai pas les soucis du pays. Alors, tout, que je prends tout, je fais tout pour moi et pour ma famille. Regarde comment on prend les maisons des gens.
Regarde comment les gens font dans des gouvernements. Bien, merci. Alors, Le professeur a parlé tout à l'heure de la prédation. Merci beaucoup, Arthur. On va accueillir Jonas Mukendi. Bonjour. Jonas, bonjour. Merci d'activer votre micro, Jonas. Nous avons également en ligne Sabiti Kaboua Kassiré depuis la ville de Kalemi. Sabiti, bonjour. Allô, Sabiti, bonjour. Allô? Jonas Mukendi, vous êtes là? Bonjour. Il est parti, Sabiti ne décroche pas. Professeur, vous avez la parole. Vous avez suivi c'est Arthur de Kinshasa qui dit il faut la rétrocession, on doit rétrocéder aux provinces les moyens de leur politique, réduire les trains de vie des institutions. Voilà, il a proposé les dialogues et puis on doit arrêter avec l'égoïsme, etc. On en parle dans cette émission avec notre invité, le professeur Daniel Moulinda, docteur en sciences économiques et président exécutif du Centre interdisciplinaire de recherche d'application et développement durable. Nos excuses à tous les internautes qui nous suivent. Je sais qu'il n'y a pas une bonne diffusion actuellement sur YouTube, sur X à cause de la mauvaise connexion Internet. On est désolé pour cela. Professeur Daniel Moulinda, vous êtes là? Oui, je suis là. Bien, vous avez suivi les propositions de M. Arthur pour sortir du sous-développement. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire à ces sujets? Non, mais j'ai suivi parce qu'à un moment, la liaison n'était pas là. J'ai suivi qu'il a parlé de la rétrocession de 40% oui. et de la réduction du train de l'État et du train de vie des institutions. Des institutions, oui. Ben, je ne sais pas s'il y a autre chose. Bon, il a parlé aussi, il a parlé du dialogue. On doit, toute personne qui arrive au pouvoir s'est dit, bon, c'est mon tour, c'est le temps de voler et tout ça, de m'enrichir. Il dit qu'il faut arrêter aussi avec ce genre de choses. Voilà, merci beaucoup. 3 préoccupations. D'abord, les dialogues. Je vais vous rappeler une chose. L'histoire nous renseigne que pour que nous puissions accéder à l'indépendance, il y avait 2 tables rondes à Bruxelles. La table ronde politique, dont la conclusion c'était la détermination de la date de l'indépendance, le 30 juin, et la table ronde économique. Je ne sais pas, je dis, si vous avez déjà lu les recommandations de la table ronde économique. Non, pas du tout, tout ce que nous savons, c'est que quand la table ronde politique avait déterminé la date de l'indépendance, même ceux qui étaient à la table ronde économique sont rentrés à Kinshasa. C'est dès ce temps-là que la politique a primé sur l'économique. Et que tout le monde réfléchisse pour repérer les jours où les Congolais s'étaient mis autour d'une table pour parler économie. Chaque fois que nous nous mettons autour d'une table, c'est pour réviser la constitution de Lubumbashi, la constitution de 1+4, les dialogues inclusifs, toujours les dialogues politiques. Je vais bien parce que la politique guide tout. Mais aujourd'hui, c'est l'économique. Quand est-ce que nous ferons un dialogue économique pour lever les options fondamentales qui vont accompagner le développement économique de la RDC? Pendant la conférence, nous avons dit, écrit dans notre constitution, que le modèle économique, c'est l'économie libérale. Pendant que tous ceux qui ont été les chantres du libéralisme sont des États interventionnistes aujourd'hui. Vous voyez, la Constitution doit être révisée. Mais commençons par réviser les options économiques. Pour dire quoi? Pour dire que lorsque la marmite ne contient pas suffisamment d'argent, même quand vous dites envoyer 40% aux provinces, vous croyez qu'on n'envoie pas ces 40% parce qu'il y en a? D'abord, les dépenses du gouvernement central
ne sont pas encore totalement satisfaites. Il y aura 40% pour envoyer aux provinces. Hein? Même moi, le professeur Moulenda, vous me mettez Premier ministre avec ce genre de budget-là, j'enverrai quoi aux provinces? Parce qu'il faut d'abord que les dépenses du gouvernement central soient satisfaites. Réduction du train de vie des institutions. Je suis tout à fait d'accord. Parce qu'il n'est pas possible que les institutions politiques, à un moment, consomment plus de 70% du budget de l'État. Mais c'est parce que l'État congolais, c'est un État politique et policier. Si vous n'avez pas changé le profil de l'État, vous n'en changerez pas les composantes, ni la pression sur le budget. C'est pourquoi nous disons un pouvoir politique fort mais éclairé qui va soutenir le fonctionnement d'un État stratégiquement économique. Donc, il faut que nous puissions repenser les options. Oui. Dire seulement envoyez-nous 40%. Mais nous attendrons ça longtemps. Professeur, quand vous parlez de l'économie libérale, qu'est-ce que cela veut dire? C'est ça Non, l'économie libérale, c'est-à-dire que l'État laisse au privé l'activité économique. Comme nous avons vu le saut de la Gégamine là. Voilà le libéralisme. D'accord. Je vais vous dire qu'au Congo, nous avons affaire à un libéralisme sauvage. Mais beaucoup disent que ce n'est pas l'État qui développe un pays, ce sont les privés, les initiatives privées qui sont encadrées par l'État, qui arrivent à développer l'économie. Je vais vous dire que quand Obama arrive au pouvoir aux États-Unis, la branche automobile des États-Unis était dans une grande turbulence. Une tribulation qui allait emporter la puissance économique des États-Unis. Qu'est-ce que l'État avait fait? Si ma mémoire ne me trahit pas, 800 000 milliards de dollars injectés, n'est-ce pas? Dans les secteurs, pas l'État. Aujourd'hui, que personne ne vous trompe, c'est la main de l'État qui est le facteur essentiel dans une économie pour développer les activités économiques. C'est la main de l'État. Les spécialistes de la question de la gouvernance disent même qu'aux 5 facteurs que Potter a dit du marché, il faut ajouter la main de l'État, les interventions de l'État. Aujourd'hui, si la main de l'État n'est pas fortifiée en République démocratique du Congo, ben, tous les autres acteurs, et si tous les gens d'acteurs privés que nous avons ici, des prédateurs, si la main de l'État ne se revigoure pas, non, il n'y aura rien. Dites-moi, qui est cet homme d'affaires privé qui va aller s'installer là où les incitations économiques ne lui permettent pas d'avoir la rentabilité? C'est pourquoi vous voyez, il y a des morceaux de notre territoire où il n'y a pas la santé, il n'y a même pas l'éducation, ne parlons même pas des routes. Mais ça, c'est l'État qui doit le faire. C'est pourquoi nous disons que, à la lumière de ce que les Chinois ont fait, notre État doit devenir fort, même financièrement. C'est à ce moment-là que les privés vont commencer à agir. Les privés ne vont pas terminer le barrage d'Inga. Les privés ne vont pas rebâtir une nouvelle régie des eaux. Ce n'est pas les privés qui vont amener les soins médicaux dans les villages. Bien, professeur, on va accueillir d'autres auditeurs. Pourquoi la RDC ne se développe-t-elle pas depuis son accession à l'indépendance? 082 567 30 95. Maître Omar Kigalou, vous êtes à Kinshasa. Robert Adjoku depuis Bunia. Elvis Londola aussi à Etakin. Maître Omar, bonjour et quelle est votre question? Bonjour, M. Jeudi, et bonjour au professeur. Lorsque l'économie est enrhumée, la politique tous, aimait dire Félix Houphouët-Boigny, le président ivoirien. L'émission est noble parce que l'économie est le moteur d'une nation. En plein développement, il y a Akerlof, un professeur américain, économiste, qui a dit « Un pays développé si
il se conforme aux indicateurs suivants. 1. L'accès aux soins de santé. 2. L'accès à l'éducation. 3. L'accès à l'emploi. 4. L'accès à un logement décent. 5. L'accès à l'énergie, c'est-à-dire l'eau et le courant. Alors, à suivre les professeurs par rapport au tableau qu'ils peignent, déjà, le pourcentage est faible. On peut donc déduire que le pays congolais n'est pas développé. Au-delà des causes que le professeur a évoquées, qui sont nobles, qui sont d'ailleurs pertinentes, je voudrais que les profs parlent aussi du caractère extraverti de notre économie. Nous avons une économie tournée vers l'extérieur. Avec cette pesanteur, on ne va jamais émerger. Pourquoi? Parce qu'on ne produit pas localement, on importe beaucoup et on exporte peu. Autre cause, il y a la faiblesse de la monnaie locale, la dollarisation de l'économie congolaise. Nous sommes payés en dollars, nous payons nos loyers en dollars, même les députés nationaux sont payés en dollars. On évalue cela. Avec cette forfaiture de la monnaie locale au profit de la monnaie étrangère, on ne fera jamais utile. Autre chose, c'est les contrôles complaisants. Quelqu'un a dit ici haut et fort dans une émission, Nambokoyo, Totsagana, nous intérêt général, ce qui m'bonge Tokaboli. Il est député. Par rapport aux solutions, puisque vous le dites, moi je pense que notre économie est malade, elle a besoin de deux béquilles. Une béquille qu'on appelle politique budgétaire, qui veut qu'on mette en place des règles, comme le professeur l'a dit, qui s'adaptent à nos réalités. Le libéralisme économique aujourd'hui trouve ses faiblesses, il faut passer à notre système. Mais aussi renforcer les contrôles politiques par le Parlement, les contrôles techniques par l'IGF et les contrôles administratifs par les ministères des tutelles. Parce que l'argent est là, les recettes sont faites. Mais qu'est-ce qu'on en fait? La mauvaise gouvernance. Mais si on contrôle et qu'on canalise sainement les recettes, on aura fait critique. Deuxième béquille, j'ai fini par là, la politique monétaire. Comme le prof l'a dit, lorsque l'État intervient dans les secteurs économiques, il est fait soit comme régulateur, soit comme entrepreneur. L'État doit créer des entreprises ou encore favoriser les entreprises privées pour que les gens puissent avoir accès aux revenus. Autre chose, l'État doit mettre en place des règles économiques fortes pour que l'économie puisse augmenter. Et enfin, on doit valoriser la monnaie locale parce que la dollarisation est parmi les causes qui froissent notre économie. Voilà à mon avis mes questions, très cher Jody. J'ai fini par la question, cher professeur. D'après vous, le libéralisme économique présente aujourd'hui des faiblesses. Alors, que proposez-vous comme système? Vous voulez qu'on passe au capitalisme, au dirigisme ou encore au socialisme? Telles sont mes questions, M. Jody, je vous remercie. Bien, merci. Robert Adjoku depuis Bunia, bonjour. Robert Adjoku, vous êtes là? La paix de l'unité. Je suis là. Oui. Radio de la paix, de l'unité, de cohésion nationale et aussi de développement. Hommage à vous et à l'invité. C'est fantastique. Le développement, une aspiration profonde de tout être humain. Le problème de la RDC, c'est l'immoralité, le manque de la foi en Dieu et les intellectuels ne jouent pas aussi correctement leur rôle, celui d'influencer positivement le présent et le futur. Tenez, le développement de la RDC, c'est une histoire de secondes. 5 ans, c'est beaucoup. De détournement de deniers publics, la signature de contrats léonins, l'injustice en matière de répartition de richesses et de responsabilités, le tribalisme, la corruption. Comment est-ce qu'on peut fonder une nation sur les antivaleurs? Voilà le problème. Comme le professeur venait de le dire rapidement, les forums économiques dans toutes les provinces. Des deux, conformément à l'approche GAR, la gestion axée sur les résultats, il s'est avéré que partout au monde, l'État avec ses institutions est incapable de fournir le bien-être, le bonheur, l'épanouissement au peuple. Par conséquent, il doit signer des accords avec des privés. Chez nous, en Ituri, par exemple, l'église Masseka Ouest, l'église anglicane sont prêtes à construire des centrales hydroélectriques gratuitement. L'église catholique prête à fournir de l'eau gratuitement. Et merci. Toutes ces églises, merci Robert. Il y a des personnes physiques, oui. Il y a des commerçants qui sont prêts à asphalter les routes. Ils demandent seulement qu'on définisse les modalités de paiement. Pourquoi le gouvernement ne veut pas répondre à toutes ces attentes? Rapidement, le forum économique, que chaque province donne ses avis et considérations. Il y a aussi le fédéralisme. On doit retenir à la source les 40%. D'accord. Pourquoi on ne veut pas faire la retenue à la source? Merci beaucoup. La gestion centralisée à partir de Kinshasa, oui. centralisée, catastrophique, fait en sorte que
les gens détournent, ils signent les contrats léonins, personne ne les sanctionne, pas de sanctions, pas de contrôle, pas de suivi, pas d'évaluation. Merci beaucoup, professeur Daniel Moulenda, à vous la parole. Merci. Je prends d'abord le premier auditeur qui a fini par la question de savoir quel est le modèle que le professeur Moulenda propose. J'ai dit, nous avons proposé le capitalisme inclusif vert. C'est-à-dire que chaque pays doit étudier son environnement et proposer un schéma de développement qu'on appelle le modèle. Toutes les politiques publiques vont s'accrocher à cette réflexion de base. Nous avons, au cours de cette émission, donné le contenu à chacun de ces concepts du modèle. Nous voulons que les provinces deviennent les pôles de développement. Nous voulons que les services nationaux prennent une deuxième mission dans son fonctionnement, la formation des jeunes à l'entrepreneuriat, parce que si nous avons vécu à la période de la fonction publique, non, les jeunes Congolais aujourd'hui doivent savoir que la biodiversité, c'est un rempart qui va leur permettre de devenir hommes d'affaires. Il ne faut pas seulement que les étrangers viennent ici et apprennent à exploiter nos ressources, deviennent des millionnaires et asservissent nos populations dans des travaux avec des maigres salaires. C'est des choses à long terme. C'est des choses à long terme. Donc, je ne propose ni le socialisme, ni le dirigisme, mais j'insiste quand même qu'il faut qu'il y ait un pouvoir fort, mais éclairé, pour diriger un appareil d'État tourné vers l'économique. C'est le caractère politique et policier de notre État qui fait qu'en fait, nous sommes embourbés. Parce qu'ils consomment les paix qui entrent dans le panier, oui, et ils croient que c'est ce qu'il faut. Pour plus de 100 millions d'habitants, vous avez vu notre PIB? Non, ce n'est pas possible. Notre budget, 10 milliards. Pour 120 millions d'habitants. C'est zéro, ça. Professeur Daniel Moulenda, merci beaucoup. On n'a plus beaucoup de temps. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences économiques et président exécutif du Centre interdisciplinaire de recherche et application en développement durable. Nous aurons l'opportunité de revenir sur ces thèmes parce qu'on n'a pas tout fini. Merci, excellente journée et à la prochaine. Merci beaucoup, Jody. Bien, vous écoutez la fréquence de la paix. On va suivre les informations tout à l'heure et on se retrouve juste après. Il est exactement 11h à Kinshasa.